Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation d'un métier d'une ancienne élève de l'ISE. Donc, peut-être que vous nous connaissez déjà, donc on est l'Institut supérieur de l'environnement, une école pionnière depuis 30 ans dans le domaine de la transition écologique. Et donc, on organise plusieurs événements en ligne et en présentiel, et notamment des rencontres avec des anciens, ce qui vous permet, vous, de vous projeter un peu, de voir quel poste vous pourriez occuper et surtout poser des questions si besoin sur son parcours, etc. Bon, elle va le reprendre, donc le but c'est d'abord de voir la présentation, après vous pouvez tout à fait poser des questions tout au long et on essaiera d'y répondre au mieux. Donc Aliénor, je t'en prie, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Aliénor Darbon, j'ai 27 ans, j'habite Aix-en-Provence. Dans les grandes lignes, dernières études que j'ai eues, c'était à l'ISE, donc le master 1 qui était donc c'est management, ingénierie et droit de l'environnement, et le master 2 qui était transition écologique et RSE. Et à l'heure actuelle, je suis consultante en RSE dans une entreprise que j'ai cofondée avec deux autres associés qui s'appellent Novelera, et c'est la date de cette année. Et là, sur le côté, j'ai mis mon chien et mon cheval parce que j'arrive à avoir du temps pour m'occuper d'eux et que ça prend une bonne partie de ma vie, ça fait partie de moi. Voilà. Super. Est-ce que maintenant tu peux nous présenter ton parcours scolaire? Oui, concernant le parcours scolaire. Donc, alors, attends, je décale juste ça qui prend beaucoup de place. Voilà. Alors, donc 2015, je fais un bac littéraire à Aix-en-Provence pour ensuite enchaîner. Donc, à l'origine, je voulais vraiment être avocate. Moi, mon idée, je voulais absolument être avocate en droit équin. Donc, on a vu le cheval juste avant, c'est en lien. En droit des chevaux, en gros, hein, et assez généraliste. Donc, dans ce cadre-là, je suis allée à la fac de droit d'Aix-en-Provence, c'est l'université d'Aix-Marseille, en licence droit privé. Donc, droit privé, ça s'oppose en général à ce qu'on appelle le droit public. C'est que, bon, là, on va vraiment s'intéresser aux personnes, on va s'intéresser aussi aux entreprises. Enfin, voilà, on ne s'intéresse pas aux institutions publiques. Donc, la licence, j'ai fini ma licence en 2019 et dans ce cadre-là, j'avais réalisé quand même pas mal de stages. Enfin, pas mal, non, on se calme, 3 stages. Et étant donné que c'était pas obligatoire, ça faisait déjà un petit CV, on va dire. Et à l'issue de cette licence, je suis allée faire un master 1 à Lyon. Là, cette fois-ci, il y avait le système de parcours où il fallait qu'on soit sélectionné en M1. Donc là, j'avais été sélectionnée en M1 pour aller sur Lyon. Donc, c'était le master que je voulais faire. C'est le master 1 en droit des affaires. Dans ce cadre-là, j'ai fait aussi un stage dans un cabinet d'avocats. Donc, à chaque fois, tous les différents stages dont je parle, c'est des stages en général, c'est 2 mois. C'était la limite avant qu'il faille payer les étudiants. Et c'était des stages en cabinet sur les thématiques de droit civil, droit des affaires. Et là, je commençais aussi à avoir des stages en droit des animaux ou droit spécialisé en droit équin. Parce que donc c'était ça vers quoi je voulais tendre. Mais l'idée, c'est qu'il ne fallait surtout pas fermer la porte à autre chose, parce qu'étant donné que c'est une niche, je n'avais pas trouvé de travail à l'issue de mes études. Donc voilà, donc là je suis partie en droit des affaires à Lyon 3, à Lyon 2, à Lyon 3. Et en 2021, j'ai mon master 2 en droit et pratique des contrats. Donc c'était dans le même cursus, c'était M1, M2, même parcours. Et donc l'idée c'était d'apprendre la pratique des contrats, aller rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais là on est un peu plus quand même en droit des affaires, mais il y avait le droit de la concurrence, le droit de la consommation. Enfin, il y avait pas mal de choses différentes. Et voilà, donc on rentre vraiment dans le détail du droit et en ayant un regard plutôt tourné vers les contrats civils et les contrats des affaires. Je l'ai réalisé, c'était un master de recherche, parce que l'idée c'était de pouvoir garder la porte ouverte pour pouvoir aller faire
doctorat, si jamais. Alors, je n'avais pas envie spécialement, mais c'était quelque chose que je me dis peut-être dans ma vie, j'aurais envie de faire. Donc, je voulais garder cette porte ouverte. Mais donc, je n'étais pas obligée de faire un stage. Il fallait que je fasse un gros mémoire, on va dire, enfin, une grosse recherche. Mais je suis quand même partie faire un stage de 6 mois. La FFE, ça veut dire Fédération française d'équitation. Et donc, j'étais juriste pendant 6 mois à la Fédération d'équitation dans le centre de la France. À l'issue de ces études de droit, je me suis dit, waouh, mais en fait, je crois que j'ai pas du tout envie de faire toute ma journée du droit, de rédiger des actes. Là, déjà, j'avais plus envie d'être avocate parce que le concours était compliqué et que je sentais que je n'aimais pas assez ça pour m'infliger un tel concours et encore ajouter 2 à 3 ans d'études. Mais pareil, pour le juriste, à la fin du M2, je me suis dit, je crois que j'ai plus envie d'être 100% sur la réglementation et j'ai plutôt et à côté de ça, j'avais des grosses valeurs environnementales, surtout environnementales, peu sociales à cette époque, enfin normalement sociales à cette époque, mais vraiment, j'y connaissais pas grand-chose à l'environnement, mais je savais que j'essayais d'avoir une vie qui était assez saine, réduction des déchets, enfin vraiment le classique à cette époque-là. Et donc, j'ai entendu parler dans mes études de la loi Pacte, qui est en fait une loi qui parle de la société à mission. Et la société à mission, c'était comment faire pour qu'une entreprise ait une raison d'être. Et tout ça, c'est en lien avec la RSE. C'est les parties RSE de l'entreprise. Et ça m'avait interpellée. Et donc, je m'étais dit, tiens, allez, on va aller repartir sur 2 ans d'études. Donc, c'est là que j'ai postulé pour l'Institut supérieur de l'environnement. Et j'ai postulé assez tardivement puisque c'est fait fin septembre, quelque chose comme ça. Et l'ouverture, les débuts des cours, ça devait être début octobre, quelque chose comme ça. Donc, ça s'est fait très, très, très rapidement. Et en fait, j'avais vu qu'ils avaient le vrai plus pour moi, c'était la partie alternance, parce que je voulais. Ça fait 5 ans, enfin même 6 que je fais des études. Je commence à être un peu fatiguée et j'ai surtout envie d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc là, l'ISE m'avait assez interpellée parce que j'avais cette possibilité-là. Et c'est pour ça que je suis repartie sur 2 ans et pas une seule année, parce que je m'étais dit que, je suis payée, et 2, j'ai fait un cursus très, très, très juridique. J'ai pas énormément de connaissances environnementales ou même de ce qui se passe de manière globale d'un point de vue social. Donc, ça pourrait être bien que je reparte sur un premier, donc le M1, donc qui était Management, Ingénierie et Droit de l'environnement, qui me permettait en fait d'avoir un socle un peu plus stable en fait si j'avais été partie directement en RSE et transition écologique. C'est pas un mauvais choix, je pense, de partir directement en M2. Hein. Ça dépend un peu de ce qu'on a fait avant et de sa culture personnelle. Moi, en tout cas, j'estimais qu'elle n'était pas assez élevée, donc je suis repartie sur un M1. Et donc, j'avais la possibilité de pouvoir faire une alternance. Donc, mon alternance, elle s'est faite dans une entreprise qui s'appelle Abilsen, qui est un cabinet de conseil. Bon, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais c'est un cabinet de conseil en ingénierie. Et moi, je m'occupais de la RSE de Abilsen, hein, pas des clients, mais de Abilsen. Et donc, voilà. Et après, naturellement, il y a eu donc, le M2 transition écologique et RSE, qui est relativement récent, puisque ça s'est terminé en juin. Pas le dernier, mais celui d'avant. Et donc, c'est très bien fini parce que j'avais été majeure de promo, donc ça, c'est très chouette. Et donc, dans ce cadre-là, on a un peu plus rentré dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'en fait vraiment la RSE, comment on l'applique dans une entreprise, qu'est-ce que la gestion de projet. Voilà, donc là, c'était vraiment centralisé sur la RSE pure et moins sur une culture générale de l'environnement ou même de la qualité, de la sécurité dans une entreprise. J'ai fait mon alternance dans une entreprise qui s'appelle Ops Group, qui est une holding, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui achète des entreprises en difficulté et qui les revend quand elles arrivent à les mettre en bonne santé. Bon, l'entreprise vient d'être liquidée, donc j'en parlerai peut-être au passé, mais donc voilà, donc j'ai fait mon alternance pendant 1 an là-bas. Je parlerai plus en détail des missions un petit peu plus tard. Voilà, et ensuite, ah oui, il y a eu quelques certifications aussi, diverses et variées en 2024. Et
notamment le Pacte mondial qui s'occupe des 17 objectifs de développement durable. Donc, je ne sais pas quel profil de personne qui écoute, mais c'est un référentiel très connu en matière de développement durable et de RSE. Et ben, ils donnent la possibilité de pouvoir suivre des formations. Alors, j'ai mis certification, mais c'est pas vraiment certifiant. On finit avec un petit diplôme, mais bon, c'est pas certifiant pour autant. Donc, SDG Ambition, c'est la gestion de projet de manière globale des 17 objectifs de développement durable. Target Gender Equality, c'est sur l'égalité entre les sexes. Et ensuite, je suis allée auprès d'une association qui s'appelle Solidarité Femmes 13 pour pouvoir me former aux violences conjugales parce que c'était une thématique qui était abordée dans Ops Group. Et enfin, 2024, en février, là, je suis allée auprès de l'AFNOR, donc AFNOR Compétences, donc un organisme de formation qui est là pour le coup, c'est certifiant, dans lequel j'ai fait une formation sur vraiment faire un focus sur les PME et la nouvelle grosse réglementation RSE qui est sortie et qui fait peur à beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle, qui s'appelle la CSRD, qui est en fait une réglementation relative au rapport RSE, au rapport extra-financier. Et étant donné que c'est vraiment dans l'air du temps, je me suis formée sur le sujet et je fais un rappel sur le fait que j'étais juriste à la base, donc ça fait vraiment le lien entre juriste et RSE. Voilà. Parfait. Très bon parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet questions, tous. Il n'y a pas de. Ensuite, maintenant, est-ce que tu peux nous parler plus précisément du métier, de ton métier actuel? Alors tu peux revenir là-dessus. Tu peux revenir sur tes expériences avant. Ok, ouais. Ça marche. Donc là, j'ai repris les 3 expériences en rentrant un tout petit peu plus dans le détail. Bon, là, une fois de plus, je ne sais pas trop quelle est la maturité RSE des personnes qui regardent, donc il ne faut pas hésiter à me poser des questions en mode ça veut dire quoi ce terme-là, parce que j'étais très coursière un peu des termes. Donc la première expérience, comme j'ai dit, c'était chez Abilsen. Abilsen, donc c'est une entreprise qui en fait embauchait des consultants, qui les mettait dans des entreprises chez des clients en fait pour pouvoir faire leurs prestations. Par exemple, un consultant qui était ingénieur, paf, il le mettait chez Airbus, j'en sais rien. Et voilà. Et donc moi, l'idée, c'est que j'avais été embauchée pour faire la RSE en interne de cette société-là, de Abilsen, parce qu'ils ne font pas du conseil extérieur en RSE. Et donc, vraiment, ma mission principale, c'était de faire la coordination de la mission Bicorp. Bicorp, c'est donc un label qui est américain et qui devient de plus en plus populaire en France, notamment par sa dimension internationale. Et c'est vraiment, c'est RSE, quoi. On va voir tous les volets de la RSE. C'est un questionnaire dans lequel on répond aux différentes questions. On a un nombre de points, il faut avoir un nombre de points minimum, et comme ça, on est Bicorp, on n'est pas Bicorp. Donc l'idée, c'est de faire la coordination de tout ça. C'est vraiment de la gestion de projet et de la relation avec les différents services. Parce que la RSE, c'est énormément ça, c'est qu'on est en rapport avec tous les services. C'est très transversal, il faut être, je pense, un petit peu social pour pouvoir aller en contact des gens. Donc là, c'était ma mission principale. Et ensuite, donc j'avais mettre à jour Ecovadis, c'est une évaluation RSE aussi on faisait des mises à jour tous les ans. J'avais un rapport à rendre, qui n'était pas obligatoire, mais par rapport au fait que, comme j'expliquais tout à l'heure, on suivait un référentiel qui s'appelait 17 ODD. Bien, on devait rendre un rapport écrit. Donc, voilà. Une autre grosse mission que j'avais dû faire, j'y connaissais rien du tout. Mais bon, là, il faut imaginer qu'à Bilsen, à la base, je n'y connaissais rien du tout. J'ai appris sur le tas. C'était créer une mission handicap parce qu'en fait, on était pas tout à fait conforme au pourcentage de personnes qui doivent être dans une société. En gros, une société doit avoir 6% de ses salariés qui doivent être en RQTH, donc reconnus en ayant la qualité de travailleur handicapé. On n'avait pas les 6%, donc dans ce cadre-là, on avait créé toute une mission. Donc j'étais en charge de créer la mission et d'aller chercher les personnes qui pouvaient être en situation de handicap mais qui ne l'avaient pas forcément déclaré et de les accompagner à le déclarer. En fait, comment on fait? C'est l'administratif. C'est vraiment l'administratif. Donc voilà un petit peu comment ça s'était passé.
pour cette mission-là. Et ensuite, moi, j'avais pas mal de missions aussi de communication et d'événements. Globalement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que c'est assez naturel. Et puis, c'était aussi dans la culture de l'entreprise. Il y avait quelque chose de RSE qui était fait, il fallait communiquer sur le sujet. Ou faire des événements type aujourd'hui, c'est la journée internationale, le 8 mars, c'est la journée internationale pour des femmes. En juin, on a la semaine de l'équité de vie au travail. Enfin, tous ces événements étaient pointés du doigt en me disant bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette journée-là, pour faire vivre la RSE au sein de l'entreprise. Et donc, voilà, j'organisais ça et je me faisais vivre. Ensuite, il y a donc ça, c'est pour la partie Abielsen. Pour Ops, c'était donc, comme j'expliquais, je travaillais pour la holding, donc pour la maison mère. Et dans ce cadre-là, on devait avoir des prestations pour différentes filiales de cette maison mère. Et les filiales étaient issues de secteurs complètement différents. Donc, Ops souhaitait en fait faire toute la chaîne de valeur, en gros, du e-commerce. Donc, on allait avoir la logistique, la plateforme de e-commerce, la livraison au dernier kilomètre. Enfin, donc, ils essayaient d'avoir des filiales là-dedans. Et du coup, on se retrouvait à avoir des filiales dans le secteur de la logistique, dans le textile, dans le e-commerce, dans le transport. Et donc, il fallait qu'on fasse la RSE de ces différentes filiales. Donc, il faut savoir que les réglementations étaient différentes et puis la philosophie de la RSE est différente selon les filiales. C'est intéressant de voir ça parce que on imagine que le groupe pourrait avoir une philosophie pour tout, une philosophie RSE, alors que là, c'était plutôt une philosophie par filiale. Mais bon, donc pour essayer d'un petit peu englober toute la filiale vers un même référentiel commun, et bien, on avait mis en place les 17 objectifs de développement durable dans l'entreprise. Comment ça, faudrait faire une conférence sur le sujet, mais voilà. Donc l'idée, moi, il fallait vraiment que je réussisse à déployer, à engager les filiales à travers des ateliers, à travers voilà, des discussions et aussi, c'est pareil, il fallait que je rende des rapports, etc. sur le sujet-là. Enfin, il y avait un reporting à faire sur ça. Okara, c'était une mission qu'on a eue, c'était en fait l'analyse de la résilience d'une entreprise. Donc là, on parlait vraiment de Ops et pas du groupe, mais de la maison mère. La résilience de Ops, donc des services supports aux aléas climatiques. Donc, c'est un outil, Okara, hein, qui a été délivré par Carbone 4, qui est donc la société de Jean-Marc Jancovici. Et donc, ils ont délivré cette méthode-là et on l'a appliquée. Donc, ça, c'était assez intéressant. On est dans le sud de la France, donc on a pu constater quand même qu'il y avait les feux de forêt, par exemple, on y était quand même assez soumis. Enfin bref, il y a pas mal de... Ça, c'était assez intéressant comme sujet, mais c'était plutôt exploratoire. On ne l'a pas clairement utilisé après. Ensuite, il y a eu tout un pan sur le droit des femmes qu'on a essayé de mettre vraiment en avant, de mettre en place des choses. Actions toutes bêtes, mais par exemple, juste mettre des serviettes hygiéniques dans des toilettes. Donc ça, c'est très opérationnel. Hein. Mais voilà, donc ça fait partie du jeu quand on est en RSE. Et après, pareil, j'ai eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'événements, exactement dans la même idée que ABC. Et enfin, depuis maintenant le printemps dernier, enfin mars dernier, on est parti du groupe avec mes deux collègues, donc mon manager et mon autre collègue, et on est allé ouvrir notre propre entreprise qui s'appelle Novelera. Parce que, eh bien, on nous avait préparé, en fait, le groupe nous avait préparé à externaliser la fonction, mais en restant une entité du groupe. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas si intéressant ça de nous externaliser, sauf que nous, ça faisait un an qu'on préparait le projet. Donc, on a dit si, on y va. Et donc, on a créé Novelera, qui est une boîte donc, de conseil en RSE et en développement durable. On l'a créée sous forme de scope. Une SCOP, c'est en fait une SARL avec une petite couche supplémentaire qui demande à ce qu'on ait une démocratie, une gouvernance démocratique. Et donc voilà, maintenant on fait des prestations auprès de clients. Donc on a gardé le Ops, bon maintenant qu'ils liquidés, ils sont plus avec nous, mais d'autres filiales qui sont pas liquidées et qui travaillent encore avec nous, et d'autres filiales qui ont commencé, qu'on a reçues comme ça grâce à la prospection. Donc on fait des diagnostics, des évaluations. Ensuite, on met en place des stratégies. Puis après, on peut se mettre à écrire
donc des rapports ou des politiques, RSE, mettre en place les politiques. Enfin, c'est hyper large, être conforme à la réglementation. Enfin, c'est assez large. Mais il n'y a pas que ça. Quand on est auto-entrepreneur, on a aussi la partie interne. Et donc, ça veut dire que je me suis familiarisée maintenant à des missions commerciales, à des missions de communication, mais vraiment pour vendre nos prestations, à des missions RH. Ça fait vraiment partie de mon quotidien maintenant, là où avant, bah, j'en avais pas du tout, quoi. Voilà un petit peu pour les différentes missions. Donc là, tu nous as détaillé tes missions, hein, c'est ça? Mmh. Est-ce que tu peux nous parler ou montrer une journée type, une semaine type ou Voilà, donc moi j'ai mis semaine, parce qu'une journée OK. c'est un peu compliqué, mais du Bah coup j'ai oui. fait une semaine. Mmh. Évidemment, c'est pas exactement comme ça, mais j'ai essayé d'avoir une vision globale. Je me dis, bon, sur les 6 derniers mois, si une semaine type ça pouvait être, ça serait un petit peu ça. Je dirais que le lundi, c'est une journée qui est assez focus sur de l'interne. Donc voilà, on va avoir bon, toute la gestion de mail, etc. Moi, en général, je crée une communication, voire deux pour la semaine, que je publie sur LinkedIn et sur le site internet. Donc, c'est des communications qui sont sur les différentes offres qu'on fait, sur les différents, là où on était la semaine d'avant, parce qu'on bouge pas mal quand même, mine de rien, on a des salons, des choses comme ça. Donc voilà, donc là, je vais avoir une partie quand même production de com. Après, il y a de l'organisation pure et dure, hein, du type, on a nos rendez-vous mensuels, on a nos rendez-vous par semaine, là, quotidien, hebdomadaire, pardon. Où bon, tout le monde a ça, hein, la journée, la réunion hebdomadaire, pour pouvoir mettre à jour un petit peu dans quel dossier chacun est. Donc, on est 3. Et après, j'ai aussi la grosse partie RH, mais ça dépend des semaines. Par exemple, la dernière semaine du mois, ça, je vais être un peu plus focus là-dessus parce qu'il faut produire les fiches de paie, etc. On est 3 salariés dedans. Bon, voilà. Donc, on va dire que le lundi, c'est plutôt des missions en interne, gérer le réseau, enfin, ce genre de choses. Du coup, le mardi, après, ça serait plutôt une journée banalisée pour faire de la production auprès du client. Donc la production, c'est-à-dire que je suis à la maison, dans les bureaux ou chez le client. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'étais chez un client pour aller faire des interviews sur la perception de la RSE dans le cadre de l'entreprise, pour pouvoir affiner un peu mon diagnostic. Mercredi, j'ai mis une animation parce que je commence à avoir quelques animations. L'idée, c'est que nous, on fait quand même pas mal, alors surtout moi, parce que c'est moi qui m'occupe de ça, mais on fait pas mal la partie animation, sensibilisation à travers des fresques. Vous connaissez peut-être les fresques du climat. Il en existe quelques-unes, enfin plein, et donc il y en a quelques-unes qu'on va dispenser auprès d'entreprises ou organisations. Enfin, hier, j'étais sur Marseille pour la mairie. Et donc, voilà, donc des fresques de la RSE, par exemple. Moi, vraiment, celle que j'adore, c'est la fresque de la RSE. Il y a la fresque de la mobilité, hier, c'était la fresque de mobilité que j'ai faisais. Voilà, c'est un peu une journée dédiée à l'animation, donc ça veut dire préparer les animations à la maison, faire en sorte qu'elles soient en accord avec l'entreprise, enfin, qu'elles soient adaptées, et ensuite la faire. Jeudi, donc là, ça peut être, donc pareil, là, je vais être, par exemple, chez le client, donc par exemple, là, jeudi, là, je présente un diagnostic. Donc voilà, en général, on y reste toute la journée, même si les réunions c'est le matin, comme ça on y reste l'après-midi parce que quand on est chez eux, mine de rien, on se rend un peu plus compte de l'atmosphère de l'entreprise, et quand on parle qu'il y a 2 personnes de l'entreprise, et ben on passe à côté de beaucoup de choses, donc c'est bien d'y rester la journée. Et le vendredi, ça va être banalisé, production, pareil pour d'autres, juste produire, comme je disais tout à l'heure. À savoir que tous les jours, il y a des petites urgences XY, un problème informatique, un problème comptable, un problème. Il y a toujours donc toujours d'autres éléments, donc il faut imaginer que c'est vraiment dans les grandes lignes que ça se passe comme ça, mais je réussis rarement à rester concentrée 1 heure sur une seule tâche sans avoir un petit truc qui arrive entre-temps. Et donc, ce que je préfère faire, moi personnellement, j'ai mis en bas à gauche ce que je préfère,
c'est vraiment l'animation, la sensibilisation, c'est les ateliers. J'adore les concevoir, j'adore aller auprès des gens, j'adore en discuter, avoir le retour. Moi, je dis toujours que je suis pas une experte, mais j'essaie quand même de sensibiliser un peu à certains sujets. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. C'est pas être derrière mon ordi, même si c'est un métier où on est beaucoup derrière notre ordi. Et la partie que je préfère le moins, j'ai mis Excel parce que bon, bah, c'est un peu l'outil. Je gère peu cet outil, mais on en a pas mal dans le cadre des reporting. Et donc, dans ce cadre-là, bah, quand il faut se poser derrière, c'est pas vraiment pas le moment que je préfère, mais ça fait vraiment partie du métier. Donc, voilà, voilà. Très bien, merci. Alors, il y a Julien qui a une question. Bonjour, dans le cadre de ton travail en tant que consultante RSE, es-tu confrontée à des composantes QSE ou est-ce deux choses bien distinctes dans ton entreprise? Étant néophyte, je trouve la frontière très fine entre RSE et QSE. Merci beaucoup pour le partage de ton expérience. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de frontière. La QSE, elle entre en effet dans le cadre de la RSE. Et juste avant, je disais que je n'étais pas experte dans le sens où je ne peux pas être experte de tous les sujets. Je ne suis pas une experte en biodiversité, je ne suis pas une experte, donc je ne suis pas capable d'aller sur le terrain analyser la biodiversité. Et je ne suis pas une experte en QSE. Bien qu'avec les études de l'ISE et à Bilsen, bon, j'en ai quand même un peu mangé, on va dire, de la QSE. Mais globalement, ça entre dans le cadre, dans le sens où, par exemple, quand je fais un diagnostic ou des plans d'action, etc., je vais voir où sont les lacunes en matière de QSE. Donc, que ce soit juste en matière de qualité, mais surtout dans cette santé, sécurité des salariés et même l'environnement y rentre forcément. Mais je dirais que c'est la RSE, on va plutôt avoir un volet assez stratégique, global, en englobant la partie sociale, sociétale, environnement et donc aussi économique. Là où la QSE, ça rentre dans la RSE, mais on a besoin de spécialistes sur le sujet pour vraiment aller chercher la qualité, on va aller chercher les ISO, etc. On va aller mettre en place des actions pour pouvoir améliorer la qualité de vie et la sécurité des salariés, etc. Donc, pour répondre, là, pour moi, il n'y a pas vraiment de frontières. Pour moi, les QSE est englobée par la RSE. Super, merci. En gros, est-ce que tu peux, résumer, même si tu l'as déjà dit, quelle est la finalité en vrai de ton métier, des projets, quoi? Ouais. Donc, moi, si j'ai fait de la RSE, c'était pour comme finalité, et c'est le cas, c'est d'essayer faire en sorte qu'il y ait des prises de conscience. Donc, à travers ça, donc c'est la partie un peu sensibilisation, mais aussi quand on finit un diagnostic, on va avoir une prise conscience soit de la partie direction, soit de la partie soit les salariés ou toutes les personnes à qui on dispense des animations. Et donc, vraiment, il y a un gros pilier de ce à quoi je sers, ce à quoi sert mon métier, c'est vraiment d'essayer de prendre conscience que on est dans un état actuel qui est très compliqué pour pouvoir subvenir aux besoins des générations futures, on va dire, et qu'il faut qu'on essaye d'agir et que vous faites des choses très merveilleuses, toutes les entreprises font des choses super, enfin, pratiquement toutes, mais que très certainement ça ne suffit pas et qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et pourquoi, surtout, pourquoi ça ne suffit pas? Donc, l'expliquer. La finalité, donc une fois qu'on a un peu cette prise de conscience, il y a une partie vraiment cadrée. Moi, je suis là pour essayer de cadrer la démarche. Donc, par exemple, là, on est avec une PME, ils nous appellent, ils font plein de petites choses, c'est bien, mais ils sont perdus sur je ne sais pas vraiment ce que c'est que la RSE, je ne sais pas du tout comment cadrer. Donc, on est là pour créer une politique et créer un plan d'action pour pouvoir et voir les aider après à mettre en œuvre ce plan d'action pour vraiment que ce soit inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise et que ce ne soit pas des petites actions type on a décidé d'acheter des gourdes à la place pour pas qu'ils aient de gobelets, c'est très bien, mais c'est une petite action alors qu'il faut essayer d'avoir une vision un peu plus globale. Donc nous, on est là pour ça aussi. Et c'est normal que les entreprises les passent s'ils n'ont pas de personnes dédiées à ça. C'est pas leur métier aux gens, c'est la RSE. Donc chacun sa spécialité. Et donc c'est très bien quand ils nous appellent. Et ensuite, une autre finalité, je dirais, c'est que clairement, nous, l'objectif final, c'est de diminuer les impacts
sociaux. Alors, j'ai mis sociétaux pour englober la partie sociale, environnementale, mais aussi sociétale, et même économique. Hein. Mais c'est vraiment diminuer ces impacts négatifs, là, je parle. La RSE, c'est aussi c'est aussi des impacts positifs et les mettre en avant et essayer de les décupler, etc. Mais je pense qu'avant qu'une entreprise ait trop d'impacts positifs, on en est loin. Et donc, vraiment, nous, l'idée, c'est de réussir à avoir cette diminution et cette progression, en fait, sans mettre à mal l'entreprise économiquement. Et donc, je crois que la question suivante, c'était sur les succès et... Attends. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Vas-y, parle de ça. Voilà, comment savoir si un projet est réussi? Alors, moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que, bon, évidemment, un projet est réussi quand on a diminué les impacts, etc., ça, c'est clair et net. Mais ce que j'aime beaucoup voir, c'est la prise de conscience des personnes, des clients, en fait, des personnes qui travaillent dans ces entreprises, alors que ce soit la direction ou les salariés, ou enfin n'importe qui, et qu'ils prennent conscience, en fait, de ce que l'entreprise, elle fait, et qui sont fiers d'eux, en fait, tout simplement. Parce que ça signifie que la RSE n'est pas subie et la RSE n'est pas considérée comme quelque chose qu'il faut qu'on fasse, hop, on répond à la réglementation et basta. Quoi qu'il y a vraiment un sentiment de fierté, pour moi, c'est un réel succès. C'est parce que c'est intégré, c'est imprégné. Alors, on a certainement encore besoin de nous, mais ça facilite vraiment la démarche. Et ça, pour moi, c'est un vrai succès. Ouais. Parfait. Ensuite, est-ce que dans ton métier, que fais-tu pour limiter l'impact? Alors, qu'est-ce que je fais pour limiter les impacts? Ouais, bah, en fait, peut-être les entreprises à réduire le leur, c'est tout. C'est tout ce que tu as dit, Oui, hein. oui, c'est peut-être ça, c'est un peu ça. Voilà. Et après, vous, je suppose qu'en interne, vous avez aussi, vous fonctionnez comme ça, je suppose, vous l'appliquez à vous-même aussi? Oui, c'est-à-dire que, étant donné qu'on est tout petit et qu'on n'est pas soumis à beaucoup de réglementations, Ouais. peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait formalisées. Mais on a quand même fait des chartes, etc., pour pouvoir avoir une ligne de conduite. Et en effet, par exemple, toute la partie achat responsable, éthique, sur les salariés aussi. Bon, tout ça, on est quand même parti sur normalement de très bonnes bases. Alors, tout n'est pas parfait, ça c'est sûr, et qu'on a des contraintes comme tout le monde. Mmh. Mais oui, on va dire que pour le coup, on essaye d'être le cordonnier bien chaussé. Oui. Super. Ensuite, alors attends, moi j'avais des tendances actuelles du secteur, mais avant, je crois que tu avais autre chose. Là, j'avais la partie besoin des clients. Ouais, mais vas-y. Besoin du secteur. Si, Attends, c'est pardon. exactement la même chose. C'est les Excuse-moi, j'ai une secteurs et tout question. ça. Je Ouais. l'ai pas vu. Alors, que pensez-vous du métier consultant RSE? Est-ce qu'il devient de plus en plus demandé par des entreprises? Et la RSE en ce moment, RSE en ce moment, on traite plus le sujet, social ou le sujet environnemental? Ah, bah. Ok, je pense que ça prend un petit peu Oui, l'idée que j'ai après. je pense aussi. Alors, c'est une bonne question. Là, alors, donc, je parlais d'une réglementation qui est sortie. Donc là, on voit, elle s'appelle CSRD. Alors, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est une directive qui a été rendue par l'Europe, en fait, pour pouvoir obliger les entreprises à rendre un rapport, ce qu'on appelle extra-financier, c'est-à-dire un rapport RSE. Mais ce rapport-là, il doit être soumis à des conditions précises, une méthodologie précise. Comment on fait quels sont les enjeux, comment on fait pour savoir quels sont les enjeux de l'entreprise, comment on fait le reporting, etc. Et donc, c'est assez carré, cadré, et il y a plus de 50 000 entreprises qui y sont soumises. Je crois qu'en France. Hein. Et alors, du coup, ça veut dire qu'il y en a beaucoup en Europe, etc. Et donc, cette directive, elle va répondre à la question est-ce que les consultants RSE deviennent nécessaires? Oui, dans le sens où personne n'est prêt, même les grosses entreprises. On n'est pas vraiment prêt et il faut des experts dans chaque secteur.
Donc, à l'heure actuelle, avec cette directive, il va y avoir un besoin énorme en matière sociale, mais aussi en matière environnementale. Parce que, par exemple, on est obligé de faire un bilan carbone. Selon l'entreprise, il va y avoir des impacts sur la biodiversité. Il va falloir des experts sur la biodiversité, des consultants externes. Parce qu'une entreprise va rarement, ça arrive hein, évidemment, mais embaucher une personne que focus sur la biodiversité. C'est les grosses entreprises qui peuvent se le permettre. Sinon, il faut faire appel à des consultants. Et sur la partie sociale aussi, on a vraiment beaucoup de questions sur le dialogue social, la sécurité des travailleurs, la sécurité sur toute la chaîne de valeur. Et donc là, il va y avoir des besoins aussi des consultants qui sont spécialisés dans la matière sociale. Donc, dire qu'il y a plus le social ou l'environnement qui fonctionne, je sais pas. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un besoin des deux côtés. Après, ça reste. Donc, ça, c'est pour avoir une vision globale de la RSE. Il y a un énorme besoin à l'heure actuelle. Après, les gros cabinets de conseil, ils ont pris le sujet, évidemment. Et donc, eux, je pense qu'ils arrivent mieux à vendre les prestations relatives à la CSRD, qui sont des prestations en moins d'un an, hein, au moins un an, que les plus petits cabinets de conseil. Donc, ceux qui veulent partir en étant entrepreneurs, ça va peut-être être plus compliqué à se mettre sur ce marché-là qui est très demandeur que par rapport aux grosses cabinets de conseil. Donc, si c'est une question de vouloir être proprement, avoir son propre compte, pardon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, que si jamais vous rentrez dans un gros cabinet de conseil où là, il y a beaucoup d'offres, hein, il y a quand même des demandes. Après, moi, je constate qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes choses qui sont demandées. Donc, moi, je parle avec pas mal de consultants qui sont indépendants, qui sont tout seuls. Et en fait, voilà, ils vont plutôt aller chercher des petites entreprises qui ne sont pas forcément soumises à la réglementation ou qui commencent à l'être. Je ne parle pas de la CSRD, mais de notre réglementation de manière globale, par exemple le bilan carbone, qui vont commencer à s'y soumettre. Bon, ils n'ont pas forcément envie d'être traités par un énorme cabinet de conseil. Bon, je pense que là, il y a plus de marché, mais que, assez honnêtement, j'ai l'impression que les consultants auto-entrepreneurs fonctionnent, mais ils ne roulent pas non plus sur l'or. Enfin, de ce que je vois, parce que je vois beaucoup de cabinets, enfin des gens auto-entrepreneurs qui sont un peu tout seuls et qui parfois ne sont pas compte de repartir dans le salariat, quoi. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire exactement, je sais que mon interprétation de ce que j'ai vu, mes discussions à droite, à gauche, je vois que c'est un petit peu compliqué d'être vraiment tout seul. Donc, peut-être vaut mieux se lier avec plein d'autres entrepreneurs. Je sais que ça se fait. Bon, c'était peut-être pas la question de base. Non, mais c'est bien. Mais du coup, est-ce que dans ce sens-là, tu conseilles, est-ce que par exemple, tu conseilles quand même d'être consultant, mais est-ce qu'il peut y avoir des postes au sein des entreprises dédiés à Oui. ça? Oui, il peut. Bah, donc en fait, la RSE en général, ça découle sur deux postes différents. Soit le poste de chargé RSE, donc ça veut dire qu'on s'occupe on est dans une entreprise, donc on va prendre l'exemple de Michelin, et on fait la RSE pour Michelin. Soit on est consultant RSE, donc on fait partie d'un cabinet de conseil, et on va faire la RSE pour plein d'autres clients. Par exemple, nos clients, c'est Michelin, c'est Leclerc, Vinci, etc. ouais. Donc là, il y a vraiment deux métiers. Donc, personnellement, moi, si je devais conseiller, je pense que c'est bien de commencer en étant dans un cabinet de conseil, parce qu'on apprend plein de choses. Et même à refaire, je pense que j'irai dans un gros cabinet de conseil. Ouais. Pour vraiment, je pense que c'est pas forcément facile, mais au moins, on apprend plein de choses et on a des process et on voit plein de clients différents. Donc, je pense que Ouais, c'est c'est pas ça, mal. on voit plein de cas différents, donc ça permet, ouais, Ouais, c'est formateur, ouais, en effet. je pense que c'est vraiment super. Après, le métier de chargé RSE, il est super chouette aussi, parce que là, on va dans la profondeur de tous les sujets. Ouais. Et là, je trouve ça bien aussi. Je trouve que c'est un joli métier aussi, ce métier-là. Après, le fait d'entreprendre tout de suite après les études, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, C'est plus c'est pas challengeant. facile. C'est plus challengeant, voilà. J'ai une question de Julien. Comment envisages-tu ton avenir professionnel? Est-ce qu'un milieu où on a tendance à emmagasiner de l'expérience dans une entreprise pour devenir expert dans son domaine, ou bien y a-t-il des opportunités diverses et variées qui peuvent changer du tout au tout? Alors, je suis pas sûre d'avoir très très bien compris la question. Oui, Julien, on veut bien que tu reformules. Après, je pense que je pense qu'il y a un petit peu répondu. Enfin, peut-être si c'est des conseils sur des postes, je pense que c'est clairement ce que tu viens de dire là, chargé RSE ou Ouais. consultant.
avec les avantages d'un côté et les inconvénients de l'autre. Pour les 2, vous aurez avantages et inconvénients forcément. Et comme elle disait, consultant pour plusieurs entreprises, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que là, faut maîtriser encore plus parce que les profils vont être divers et variés. Et après, si vous êtes chargé RSE pour une même entreprise, pour le coup, vous allez peut-être plus en profondeur sur certains sujets, en effet. Donc, Mm. Julien, n'hésite pas à reposer ta question. Mhm. Donc, du coup, ouais, donc les tendances, t'es déjà venu un peu dessus, hein, finalement. Oui, voilà, donc les tendances en matière de réglementation, ça va vraiment dans notre sens, dans le sens de la RSE, donc ça c'est chouette. Euh, mais même donc pour les grosses, les petites, les moyennes, de plus en plus. Donc ça, c'est vrai que ça amène du travail, je pense. Mm. Et puis donc il y a un pôle vraiment réglementation, mais après on voit que les entreprises, de plus en plus, elles sont soumises à des marchés, au marché global. Et si jamais elles veulent répondre à un appel d'offres, elles doivent avoir des points sur la RSE. Si jamais son ancien client, il demande qu'il ait tel label, telle certification, sinon il peut plus rester Mm. avec lui parce qu'il lui-même est obligé par un autre client d'avoir une démarche achat responsable, etc. Tout ça, ça amène à développer forcément la RSE, même si c'est pas un volontariat en mode je fais ça pour le bien-être de l'humanité ou de l'environnement. Eh bien, ça reste des éléments qui permettent de faire avancer la RSE et de Mm. forcer les entreprises à le devenir. Donc, pour moi, c'est quand même assez propice. Après, voilà, il commence à y avoir de plus en plus de monde sur le sujet et c'est très très bien. Je pense qu'il faut vraiment voir la RSE et les différents acteurs de la RSE comme on travaille ensemble pour un but commun finalement que de la concurrence. Mais oui, enfin, il y a un besoin. Après, ça n'empêche pas que moi je passe vachement de temps à faire de la prospection et du commercial, hein, ça Mm. c'est clair. Ben oui, Mais, après, en effet, ça va confier quand même aux entreprises qui ont cette démarche un avantage concurrentiel non négligeable. Ils vont s'en rendre compte mm, de plus en plus parce qu'en mm, effet, il y a une partie des entreprises qui va le faire par conviction, il y a une partie qui va le faire parce que ça va être la règle, et il y a une ouais, entreprise qui va pour être en avance. Donc de toute façon, en effet, elles vont toutes être obligées de s'y mettre. Mais pour le moment, il y a encore, oui, il y en a encore qui mettent un peu de temps parce qu'il faut revoir les process, parce qu'il faut revoir la stratégie bah, globale, parce qu'il faut former les ça coûte salariés. cher. Donc voilà, mais ça veut dire qu'il y a du taf et c'est plutôt Ouais. positif, ouais. Oui, puis moi j'ai constaté qu'il y avait aussi une demande des salariés qui est de plus en plus grosse et elles, on l'écoute assez Ouais. quand même, cette demande des salariés. Il y en Mmh. avait, là, l'autre jour, on était chez un prospect et elle expliquait qu'elle avait des salariés qui avaient démissionné parce qu'on leur demandait de faire les voyages d'affaires en avion. Et oui. Et qui, eux, ils étaient en mode non, non, Mmh. je veux plus prendre autant l'avion. Donc, c'est quand même des sujets qui partent aussi des salariés Mmh. et qui peuvent être. Et que j'ai l'impression que c'est écouté. Enfin, en fait, globalement, on imagine que les directions, c'est des méchants, mais ils veulent essayer de bien faire les choses, hein. Oui, oui, non, mais tout n'est pas évident, c'est sûr, faut pas Ouais, non plus, ouais, leur jeter la pierre. Mais bon, c'est bien que ça aille dans ce sens, en tout cas. voilà. Oui, ça c'est bien. Très Après, bien, il nous voilà, je reste pense que oui, pardon, vas-y. ah, pardon. Il y a des Vas-y. gens qui sont en sortie d'école, enfin, moi, je sais que j'ai des copains qui ont un peu du mal à trouver du travail parce qu'on a aussi le droit d'être un peu comment on dit? Exigeant, ça c'est Exigeant, bien, je bah, oui, pense. oui, c'est clair. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas non plus on sort pas en claquant des doigts et c'est pour ça que je pense que de manière globale, c'est hyper bien de faire un M1, M2 en RSE ou juste un M2, ou un master, enfin, bref, je sais rien, mais avoir une année supplémentaire d'études sur le sujet. Mais que c'est aussi intéressant de voir les éléments qui vous intéressent le plus. Si c'est plutôt la partie environnementale, plutôt sociale, et même dans chaque partie, il peut y avoir des spécialités très, très Mmh. spécifiques. Et pourquoi pas, moi je vois les offres d'emploi, on va chercher quelqu'un spécialisé dans la biodiversité, quelqu'un qui est spécialisé dans le climat, dans les bilans carbone. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui recrutent dans le bilan carbone. Mmh. Et que c'est pas quelque chose de mauvais que de faire un M2 assez Ouais. généraliste, stratégique, et faire une certification à côté un peu plus Mmh. spécifique. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je me permets de rebondir. On a donc les masters comme ça, assez généralistes, mais quand même dont les compétences sont très recherchées. Et après, on a des blocs de compétences, notamment l'empreinte carbone, qui peut se faire en parallèle, qui est une certification. Mais bon, ça, vous pourrez le voir sur le site et tout. Alors, il reste 5 minutes, je pense, parce qu'après, Alina, il va falloir que tu te libères. Donc, Mhm. du coup, si tu vas sur la diapo après, ça va aussi nous dire un petit peu en quoi la formation t'a préparé à ce métier. Et puis, bah, les Ouais. évolutions, mais ça, t'en as parlé, mais si tu veux revenir un peu dessus.
Donc, en effet, moi, je pense que les 2 gros métiers, c'est chargé de projet RSE et consultant, ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, j'ai même mis les différents salaires, enfin, le salaire, en fait, que j'ai l'impression, en fait, ce que je pense valoir à l'heure actuelle sur le marché, qui est, j'avais mis ailleurs parce que quand on crée son entreprise, c'est pas aussi facile, mais genre, encore, quand on a plus de 3 ans d'expérience, on m'a déjà proposé, même l'année dernière, on m'avait proposé un contrat à 40 000 euros. Donc voilà, c'est juste pour avoir une idée un petit peu globale de combien on peut avoir quand on sort, enfin pas quand on sort, hein, quand on a 3 ans, les 3 ans d'expérience en RSE. Et pourquoi l'ISE, enfin qu'est-ce que ça m'a permis d'avoir l'ISE? Déjà, tout simplement, asseoir une légitimité en RSE. Pourquoi j'ai fait un focus là-dessus? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui veulent faire une transition de métier, une mobilité en interne, etc., pour pouvoir faire de la RSE, parce que voilà, ça fait 10 ans qu'ils font des achats et qu'ils veulent faire de la RSE parce que c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et trop bien, ok. Mais là, de plus en plus, on a commencé à avoir des profils qui sont formés à la RSE et que je pense que l'ISE, bah, ça m'a donné cet avantage-là par rapport à d'autres personnes qui postulent sur les annonces, par exemple, parce que j'ai vraiment des connaissances en RSE. Je suis légitime en RSE. Après, de manière globale, il y a la prise de confiance aussi, hein, rien que sur tous ces sujets-là. Donc, il y a l'ISE, mais aussi les alternances qu'on fait à côté. Mais il y a, moi, je me suis sentie bien pendant mes études à l'ISE et c'était pas le cas en droit. Donc, j'ai pris de la confiance. Déjà, j'aimais ce que je faisais. Donc, je suis sortie en étant à peu près alors, les RSE, on n'est jamais vraiment parfait parce que c'est très très large. Mais par contre, je me suis sentie vraiment capable de pouvoir aborder beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets en matière de RSE. Donc voilà, il y a une sorte de confiance qui en est ressortie et ça va avec le point d'après qui est sur les connaissances. Il y a eu une énorme partie qui va être sur la gestion de projet. Je sais que nous, on a beaucoup travaillé sur comment on va faire une gestion de projet, comment on s'organise, comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit vraiment dans l'application en entreprise, mais on connaît peu la théorie et on a peu la possibilité de voir les différents outils. Là où l'ISE nous a quand même offert plein d'outils de gestion de projet qui permettent de pouvoir voir comment je me sens le mieux dans ma gestion de projet. Et la RSE, c'est que de la gestion de projet. Enfin, globalement, c'est que ça. Et ensuite, bah, évidemment, prendre du plaisir parce que c'est tout bête, mais comme je disais avant, en droit, je prenais pas énormément de plaisir. Et en fait, là, je me suis rendu compte que je prenais énormément de plaisir à aller à l'école, à étudier, à être présente dans les cours, à échanger avec les intervenants. J'ai aimé ces 2 années d'études, clairement. Donc voilà. Très bien, parfait. Alors, est-ce que vous avez des questions? De toute façon, ah oui, alors attends. Alors bonjour, as-tu trouvé que le master MIDE était suffisamment professionnalisant ou est-ce plutôt théorique? Professionnalisant, complètement. Donc on est en alternance dedans. Donc le format, bon, je sais plus si c'est encore le même, mais dans les grandes lignes, c'était 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Je dirais que c'était voilà, c'était à peu près 2 tiers, 1 tiers. Et clairement, c'est très très professionnalisant. Par contre, il faut vraiment choisir l'alternance dans la chose qui nous plaît, parce qu'on peut vite se sentir embarqué, par exemple en QSE. Si jamais tu veux faire de la RSE, le MID, il permet de pouvoir faire de la QSE, de la gestion des ICPE, enfin il peut faire et de la RSE, enfin il peut faire plein de choses avec ce MID là. Donc si on veut vraiment se professionnaliser dans un domaine, il faut faire attention de prendre son alternance dans le domaine qu'on veut faire dès le M1, je pense, vraiment. Mais clairement, il est hyper professionnalisant, ça, il n'y a aucun doute. Merci. Alors donc Julien, il résume. Pour résumer ce que je voulais dire, je vais prendre un Ouais, exemple dans mon milieu aéronautique. ouais. Un mécanicien peut devenir mécanicien expert, puis leader d'équipe, puis manager d'équipe, et enfin chef du chantier, ou plus. Ouais. As-tu un cheminement qui peut être semblable dans ton domaine, ou bien au contraire, est-ce plus large et tout dépend des projets des entreprises? Voilà. Globalement, quand on est recruté en tant que chargé RSE, mais c'est vrai alors, ça va vraiment dépendre des entreprises, de la grosseur de l'entreprise, de la maturité RSE de l'entreprise. Mm. Donc, par exemple, moi, en sortie de M2, j'ai été embauchée. Bon, je suis pas allée, mais j'avais été embauchée en tant que responsable RSE parce que c'était un groupe de 200 personnes, 250 personnes, parce qu'il y avait besoin de cette fonction-là, qu'elle n'existait pas encore et que très, très vite, j'avais 1 an en fait de progression pour pouvoir avoir des personnes dans mon équipe.
en gros. Donc là, c'est un peu bizarre. On se dit, la fille, elle sort d'études. Bon, j'avais fait du droit et tout, etc. Mais elle sort Mmh. d'études et tout de suite placée en tant que responsable. On voit pas beaucoup ça dans d'autres secteurs, mais c'est parce que vu que c'est un secteur assez nouveau où il y a des Mmh. besoins très forts, on peut avoir très vite cette posture de responsable. Mais globalement, je dirais que le classique, c'est on est chargé RSE sous la tutelle d'eux, donc ça peut être sous la tutelle d'un responsable RSE ou sous la tutelle d'un responsable QSE, donc parfois on va le voir dans ce sens-là. La communication, ça vaut mieux éviter d'aller dans cette entreprise-là parce que c'est-à-dire que la RSE est vraiment du marketing et c'est pas le but. Et l'idéal, c'est d'être directement en dessous de la direction. Et ensuite, on grade en devenant responsable RSE et après, globalement, on est un peu au top si après on veut devenir DG, je sais pas. Mais dans un service RSE, on peut avoir des chargés RSE de manière très globale et puis on va avoir aussi quelques personnes qui peuvent être spécifiques dans certains secteurs. Donc, par exemple, on va avoir la personne qui va être plus RH, enfin pas RH, mais social, la personne qui va être plus environnementale, et même dans l'environnement, on va peut-être avoir celle qui va être plus sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça va dépendre de la grandeur de l'entreprise, mais ça, c'est possible. Ouais. Super, merci. Bon, bah, écoute, on va te libérer. En tout cas, si vous avez des questions, de toute façon, vous allez avoir mon mail parce que je vais vous envoyer un lien de prise de rendez-vous si besoin, si vous avez d'autres questions et pour échanger de manière plus précise sur chacun de vos projets. En tout cas, merci de votre participation. Merci Aliénor et puis à tous une bonne journée. Au revoir! Au revoir, bonne journée.